Vincent Léon et je vais vous commenter un peu la visite des jardins des murs à pêche. On est dans l'impasse Gobettu. Dans le quartier des murs à pêche, c'est un ensemble cohérent, continu, de jardins, de friches et un peu d'habitation, mais pas trop, qui part en fait à l'ouest de la rue Saint-Just et jusqu'à l'est quasiment au parc Montreux. Au sud, c'est la rue Pierre de Montreuil et au nord, la rue de Rosny, jusqu'à la rue d'Ingesser vers le Lidl là-bas. Et puis après, on retombe sur vers la piscine, rue Bouchard, et on retombe sur la rue Pierre de Montreuil et on revient ici, rue Saint-Just. Donc ça, c'est à peu près 40 hectares. Et dans cet espace, on estime à peu près 17 km les murs qui restent. Les murs à pêche, c'est un système agricole. Montreuil, comme toutes les villes de proche banlieue, était une ville agricole qui alimentait Paris. Montreuil, à l'époque, donc on parle du XVIIe siècle, Louis XIV, ne touchait pas Paris. Il y avait le village de Charonne entre Paris et Montreuil. Donc c'était la grande banlieue ou la campagne. C'était à tel point la campagne qu'au XIXe siècle, certaines femmes de Paris envoyaient leurs enfants chez des nourrices à Montreuil pour prendre le bon air parce que Paris était déjà pollué et donc agricole. Et chaque ville a pris un fruit ou un légume emblématique. Donc Montreuil-Bagnolet a pris la pêche, Argenteuil l'asperge, le poireau de Gennevilliers, Rosny les choux, enfin voilà, la belle de Fontenay, ça c'était plus tard, la pomme de terre c'est à Fontenay-sous-Bois. Mais ils faisaient la polyculture, tout fruits et légumes. Hein. Et pourquoi la pêche ? Parce que c'était un fruit très difficile à obtenir aussi au nord, parce que le pêcher, c'est un arbre fruitier, un des premiers arbres fruitiers qui vient en fleurs fin février, début mars. Alors maintenant avec le réchauffement climatique, je sais pas, mais à l'époque c'était comme ça. Et du coup, sujet au gel, au giboulée, donc tout le travail des arboriculteurs, c'est de protéger la fleur pour arriver à avoir des fruits. Donc une des techniques, c'est de construire un mur qui va couper le vent, créer un microclimat et faire de l'accumulation de chaleur. En fait, c'est un poêle de masse. Il est orienté nord-sud, il va prendre le soleil le matin, l'après-midi, chauffer les pierres qui vont restituer la chaleur la nuit, donc tempérer les nuits. Donc en plaquant l'arbre contre le mur, il va profiter de cette chaleur. Plaquer l'arbre contre le mur, on va utiliser les matériaux qu'on a sur place. On a des carrières de gypse, on peut faire du plâtre, c'est 10, 140, 150 degrés. C'est un petit feu de bois, un briquet, c'est une tarte aux pommes. Donc c'est très facile à obtenir. Et donc on va enduire les murs avec 3 cm d'un enduit de plâtre qui va permettre de planter des clous pour plaquer l'arbre contre le mur et le guider pour optimiser la pousse et la récolte. 19e siècle, on a retrouvé des factures et une pêche, un fruit, était vendu l'équivalent d'une demi-journée d'un ouvrier agricole. Oh la vache! Ça veut dire, si on prend un SMIC à 10 €, c'était 40 € le fruit. Ouais. Voilà. Ils étaient vendus à qui en fait? Aux gens qui avaient les moyens. Non, pas que le roi. Pas que le roi. Le roi Louis XIV, il avait ses pêches dans son jardin au potager du roi à Versailles. Pour le parti verger, ils sont venus chercher un Nicolas Pépin, un arboriculteur de Montreuil, qui était donc spécialisé. Enfin, Montreuil avait la réputation d'être spécialiste des arbres fruitiers, donc j'étais pas. Donc, je vous répète ce qu'on m'a dit. C'était donc un Montreuillois qui a planté et quand vous visitez le potager du roi à Versailles, ce que je vous invite à faire, il y a des murs beaucoup plus hauts, mais enfin voilà, ils ont repris la technique du mur et ils ont palissé. Il y a des arbres palissés dessus. Le responsable des jardins aimerait bien que l'association Alpiers de Montreuil aille travailler chez eux sur les murs, mais ça fait un peu loin. Donc c'est ça les murs à pêche. À l'apogée fin du 19e siècle, ce système de jardin occupe les 2 tiers de la ville de Montreuil. Ah ouais, donc quand même. Montreuil est très grand, 600 hectares sur les 900, mais aussi parce que ça marche, il n'y a pas à Bagnolet, à Romainville, à Rosny, à Fontenay, qui ont aussi des carrières et qui ont donc aussi des murs. Après, Montreuil a gardé un grand ensemble de, je vous disais, à peu près 40 hectares, qui est resté. Pourquoi ? Parce que à la sortie de la guerre, dans le plan d'aménagement de la région Île-de-France, quand ils ont dessiné les autoroutes et tout ça autour de Paris, c'était une zone réservée, une zone à aménagement différé, une ZAD déjà. Et les arboriculteurs ont réussi à faire classer en zone agricole non constructibles pour protéger leur outil de travail. Donc ça a été non constructible jusque dans les années 76 et à ce moment-là, le déclin de l'agriculture partout en France, un exode rural après les années 50, dans les années 60, pareil ici à Montreuil, plus le fait que c'est en ville, c'est un contexte encore plus contraint qu'à la campagne. Donc la zone devient, le règlement change, elle n'est plus agricole, elle passe
espace vert et de loisirs, toujours non constructibles. Mais à partir de ce moment-là, la municipalité a commencé à racheter, à préempter les terrains, sans exproprier, mais à racheter parce qu'ils ont une priorité quand il y a une transaction, et à se constituer un espace avec une arrière-pensée qui est de tenir la maîtrise foncière et de faire un projet. À l'époque, c'était à mode des ZAC parce qu'il y avait la taxe professionnelle, donc de faire la première ZAC Pierre de Montreuil ici sur la moitié du site. Projet qui a été combattu, alors ça c'était fin des années 80, combattu par la première association de défense qui s'appelle l'ADHM, Association de défense des habitants de Montreuil, qui a obtenu, mais qui a été très loin, tous les recours, mais qui a obtenu l'annulation de la ZAC juste parce que la mairie avait juste oublié de rendre constructible l'espace non constructible. C'est ballot, hein. Ouais, mais il y a d'autres endroits qui ont été construits, par exemple toute la zone industrielle sur la rue de Rosny en haut, ça a été construit dans des jardins qui étaient déjà classés et personne n'a rien dit. Donc, mais là, les gens ont dit, et du coup, en 94, le site est devenu urbanisable à 80%. Et c'est là que s'est créée une association qui s'appelle MAP, Mur à Pêche, pour dire mais non, cet espace il est magique, on peut pas l'urbaniser, on a besoin de nature en ville, on a besoin, et déjà à l'époque, alors c'était pas à la mode, maintenant le réchauffement climatique, le besoin de rafraîchir, de zones de fraîcheur, etc., c'est presque évident pour presque tout le monde, mais à l'époque c'était, voilà, on disait mais non, c'est pas le sens de l'histoire, on est en ville, faut urbaniser, enfin bref, gros combat. Donc l'association MAP qui s'est créée en 94 pour protéger ce lieu, qui soit pas banalisé et bêtement urbanisé. Petite association, peu de gens, qui organise, on le verra, le jardin historique, qui raconte cette histoire et qui fait venir des gens le dimanche. Et réflexion, mais pourquoi c'est évident pour nous que ce lieu est à défendre, et émerge l'idée que si les gens le connaissaient, ils trouveraient ça évident comme nous. Donc comment on peut faire venir des gens, organisons un festival, et donc premier festival en 2001 avec chacun amène une chaise, une table de chez lui, on contacte les amis qui font une petite chorale, un petit expo. Et puis ça a pris de l'ampleur, donc c'était assez confidentiel, c'était sur une journée. Et ça a pris de l'ampleur jusqu'en 2018-2019, c'était un énorme événement sur 3 jours, avec des concerts le soir, avec plus de 10 ou 20 000 personnes dans le week-end. Enfin, quelque chose d'énorme. Même un peu trop, d'ailleurs. Oui. Parce que si on vante le calme et la paix dans les jardins, c'est pas le moment du festival où c'est plus calme. Donc ici, jardin d'inspiration médiévale. C'est une des premières associations. Donc après toutes ces histoires-là, en parallèle, les associations lancent en 2000 une instance de classement en ayant accès à la ministre de l'Environnement de l'époque. Donc c'était le gouvernement Jospin, et la ministre à l'époque de l'Environnement, c'était Dominique Voynet, qui lance une instance de classement. Donc en 2000, un inspecteur des sites analyse et rend son rapport, et finalement c'est 8 hectares, 8,5 qui sont classés au titre des sites et paysages, et qui arrivent juste, donc ça c'est décembre 2003, qui bloque un projet Corajou, parce que la mairie, après avoir perdu son premier projet de ZAC qui prenait la moitié, lance un grand projet sur l'ensemble du site, les 40 hectares, 38-40, et fait appel à un grand paysagiste, à monsieur Corajou. Bon, voilà, il met tous les éléments de son côté pour qu'on reproche pas. Corajou, il fait des magnifiques choses, ménagement, paysager, dans la campagne autour de Lyon, entre autres. Et ici, mais la contrainte de la ville, c'était, vous faites un projet pour installer des pavillons, mais pas que, des petits immeubles de bureaux, etc. Et donc le classement enlève 8 hectares, du coup Corajou dit non, mais c'est pas mon projet, on peut pas faire mon projet si on enlève 8 hectares, tant mieux. Et du coup, le classement du site commence à changer un peu la vision, et les associations en amont avaient poussé la ville via une instance qui s'appelait le CLE, le Conseil local de l'environnement, qui était sur l'ensemble de Montreuil. C'était une instance de réflexion où il y avait des associations, les agents de la ville, enfin il y avait beaucoup de gens qui réfléchissaient, et c'était assez intéressant. Il faudrait retrouver une instance comme ça de concertation pour réfléchir sur des projets intéressants. Au CLE émerge l'idée de dire la ville, vous dites qu'il y a que une solution, c'est d'urbaniser.
organisé. Quand il y aura le site classé, donc la ville disait si le site est classé, oui, mais s'il est classé, vous savez pas quoi en faire, demandez aux gens s'ils ont des idées. Et du coup, premier appel à projet, il y a 20 projets et on en retient 10. Et donc, c'est les 10 premières associations qui s'installent, d'où ce premier jardin d'inspiration médiévale, très beau dossier, qui s'installe ici. Donc, c'était en friche, faut bien voir que c'était plus comme ça. Et donc, voilà, d'année en année, on installe ce jardin. Ici, on est sur un carré, donc on voit les formes médiévales, le Plessis, c'est-à-dire les carrés qu'on retrouve sur les miniatures. Ici, ils ont regroupé par thématique de plantes, et c'est un peu un jardin didactique. On a les plantes maléfiques des sorcières, donc c'est des plantes toxiques. Il y a les plantes pour soigner telle maladie, les fièvres. La rose de Damas qui est arrivée après les premières croisades. Sauge. L'origan, la menthe. Ouais. Par contre, inspiration médiévale, ça veut dire qu'on trouvera pas ni engrais, ni pommes de terre, ni tomates, ni piments, parce que c'est arrivé après la découverte de l'Amérique. Oui. Et donc, Moyen-Âge, ça s'arrête à la découverte de l'Amérique. Autre association, Racine en Ville. Ouais. Racine en Ville parce que l'idée c'est d'avoir un jardin partagé. Et pourquoi Racine en Ville? On parle de l'idée que tout le monde a dans ses ancêtres des ancêtres à la campagne plus ou moins lointaines, et donc on aimerait bien retrouver nos racines en ville. Voilà, c'est d'où le nom de l'association. Ici maintenant c'est le jardin d'expérimentation de permaculture du Sens de l'Humus. C'était une autre association qui s'appelait Murmure de plantes. Le Sens de l'Humus a beaucoup d'activités. Entre autres, elle installe des compostières collectives de quartier ou collectives ou dans les écoles, dans tout Est Ensemble pour le coup. Et ils font aussi des formations en permaculture. Ils entretiennent le jardin de Geneviève Pouplier qui était la dernière horticultrice en activité rue Saint-Antoine. Le jardin est ouvert. Je sais pas si on aura le temps d'aller. Ici, Vivre les Murs. Donc là, c'est une vigne qui est plantée et qui a tout un réseau de gens qui ont planté du raisin, société d'horticulture. Et on a un viticulteur maintenant à Montreuil, rue Danton. Un gars qui a carrément profité du confinement pour installer un chai, un fermenteur, et qui fait venir du raisin de Bourgogne et des bords de Loire, qui fait un rouge, un blanc, un pétillant, qui sont très bons. Oh, rue Danton, tu dis, ça m'intéresse. Danton, voilà. Ça s'appelle Michto Vino. Ah, bah oui. Et on est à Montreuil. Bah oui. Et voilà, c'est ça. Voilà, il commence à faire un vin de qualité. Il a des très bons conseillers. Jardin Patrick Fontaine. Voilà. Alors là, du coup, on n'est plus dans une association. D'accord. En fait, Patrick, c'est un jardinier qui loue un jardin comme les jardins ouvriers où ça n'existe plus les ouvriers. Du coup, maintenant, ça s'appelle un jardin familial, mais c'est pareil, c'est les jardins ouvriers. Voilà, il loue un jardin, mais il fait un travail magnifique et il ouvre son jardin. Enfin, il l'ouvre comme avec les associations. Magnifique. Il a mis en sachet les petites pommes pour pas les fruits. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Pour pas qu'ils soient mangés par les bêtes. Bah ouais, c'est trop mignon. J'ai jamais vu ça. Enfin si, mais je trouve les sachets particulièrement beaux. Un sens esthétique. On va pas le déranger, mais voilà. Alors Patrick, c'est un passionné d'arboriculture. Sa passion, c'est les formes palissées. Donc là, il y a une quarantaine d'arbres fruitiers, je sais plus combien de formes palissées. Donc là, c'est une vigne. Donc là, on a un mur ancien, un mur qui a été refait. Alors c'est vraiment un travail où il faut se projeter dans le temps. Voilà, ça, il a fait sa forme. D'accord. Et donc il commence à conduire, c'est un poirier, le long de cette forme. Donc voilà, toi une étoile, un losange, un rond. Enfin, ça sera dans 3-4 ans qu'on aura la forme jusqu'en haut. Bien sûr. Donc c'est un travail de tous les instants. Il refait la technique des anciens arboriculteurs, c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas de pesticides. Enfin c'est pareil, avant que les Américains nous offrent toute la magie de la modernité. Pour protéger les fruits en fait, on les ensachait dans des sachets papier qui faisaient que les mouches, les papillons pouvaient pas venir pondre leurs œufs, l'affreux Carpocaps là, qui vient planter ses vers dans les fruits. Et donc quand je parlais d'un travail de fou, c'est à la main et c'est fruit par fruit. Donc c'est clair, les 40 € par fruit. Et il y a un autre effet, c'est quand on enlève le sachet papier, du coup, le fruit a été protégé du soleil, donc a pas pris de couleur. Il reste très
jaune clair. Et du coup, il prend sa couleur que quand on enlève le sachet. D'où l'idée de, si on met un découpage papier collé sur le fruit, et ben, il va prendre sa couleur autour, mais pas à l'endroit où on a mis le papier. Comme une marque de maillot de bain, par exemple. Oui. Voilà. Et du coup, ça fait un fruit marqué. Et c'est comme ça qu'on faisait sur les pêches et aussi. On faisait sur les pêches et même poire-pomme. Pomme plutôt que poire. Et qui donnait encore plus de valeur. Et on pouvait mettre les armoiries du roi à qui on allait l'offrir ou de la reine d'Angleterre ou autre. On touche avec les yeux. On touche avec les yeux, s'il te plaît. Attends, il y a des années de travail, t'imagines? Là, ça fait au moins 5 ans qu'il est en train de faire sa forme et pof, tu lui pètes tu lui pètes une branche. En tout cas, après, ça se greffe, ça se regreffe, mais bon, c'est pas le but du jet. Donc, il y avait les arbres les plus fragiles contre le mur et puis le contre-espalier, c'est-à-dire 1,50 m, un autre rang d'arbres moins fragiles, pommiers, poiriers. Il vous montrera, Patrick, les photos de quand il a récupéré le terrain. C'était quasi une décharge. Enfin, il y a un travail énorme ici. Et il y a des poules. Là, il y a des poules, Jolie cocotte, hein. Je n'ai pas dit, il y a des formes qu'il reprend dans les manuels. Ah, d'accord. Et il y a des formes qu'il invente. Là, les formes avec plein de formes, Mais qu'est-ce que ça apporte en fait justement le fait de le mettre en forme, c'est pour optimiser. D'accord, ok. C'est-à-dire que tu as juste les branches qu'il faut. C'est pas juste de la création, c'est pas juste j'ai envie de faire un triangle ou un carré. C'est différent. Il en parlera mieux que moi. Et le fait de contraindre les branches concentre la sève à certains endroits. D'accord. Envoie la sève dans le fruit. En taillant, on limite le nombre de fruits. Du coup, les fruits qui restent sont plus gros, etc. Après, il y a l'optimisation de la place. Pour la cueillette aussi, c'est-à-dire que voilà, on va empêcher de dépasser le mur. Je reviens à la question, les murs font à peu près 2,70 m à peu près partout, sauf ici ils font 3 mètres parce que ça a été restauré sans faire gaffe. Mais voilà, c'est 2,70 m, c'est-à-dire 3 hauteurs de 90 cm. C'est ce qu'on constate, pas l'explication. Par rapport à la largeur du jardin, les jardins font entre 5 et 6 mètres en général. Enfin, tout ça c'est à peu près. Et à peu près orienté nord-sud. Sur 100-200 mètres de long, ce qui fait un paysage labyrinthique à impressionner tous les visiteurs depuis que les murs à pêche existent, quoi. Et surtout quand ce système est à l'apogée, donc fin 19e, je vous disais, sur Montreuil, Bagnolet, Rosny, Romainville, ça faisait tout un ensemble labyrinthique qu'on retrouve sur des photos aériennes des années 1900, tout début de la photo aérienne, qu'on retrouve dans le cadastre en fait, parce que la ville s'est installée dans le parcellaire de ces anciens jardins, et du coup, même dans le bas Montreuil, on voit plein de bâtiments, des garages, des ateliers qui sont très étroits et tout en longueur. On voit sur les photos ce dont tu nous parlais, donc effectivement. Là, ça c'est les photos qu'on a retrouvées de la famille Savard. Pas le maire, mais un autre Savard. C'est comme les Dupont dans Tintin, il y a Savard avec un D et Savard avec un T. Il y a plusieurs. Et en fait, c'est parce que dans la famille Savard, il y a un très beau livre de Jacques Brunet qui a repris ces photos. C'est des photos sur plaques de verre qui ont été pris vraiment fin 1800 ou tout début 1900, je sais plus. Parce que dans leur famille, ils avaient une parente qui était à Paris, mariée avec un riche homme d'affaires et qui avait les premiers appareils photo et qui venait à la campagne à Montreuil faire des photos. Et c'est comme ça qu'on a une collection de photos intéressantes. Donc là, on voit des objets que vous allez retrouver au musée du Jardin École, qui est rue du Jardin École. Donc là, il y a un petit panier en osier qui est arrondi où l'arboriculteur met ses clous et son marteau. Et là, en fait, il retaille et il positionne les branches. Enfin, voilà, il travaille pour conduire son pêcher. Voilà, là, on voit les échalas, c'est-à-dire les morceaux de bois qu'on mettait en haut du mur pour pouvoir, en saison ou protéger de la pluie, en mars, par exemple, on mettait soit des planches, soit un paillasson de seigle pour élargir le chaperon et protéger les arbres, y compris on y accrochait des couvertures quand il risquait de geler, qu'on descendait jusqu'en bas pour vraiment protéger. Et sur la carte postale à côté, on voit ce que je vous disais, ça a été la barrière d'octroi à la porte de Montreuil à Paris. Ah oui. Parce que l'octroi, c'était en fait, il y avait une taxe quand tu rentrais des produits dans Paris. D'où l'histoire des guinguettes des bords de Marne ou en banlieue, parce que elles étaient à l'extérieur de Paris, donc on payait, c'était détaxé, c'était moins cher le vin. Côté, on voit des gens qui rentrent de la cueillette avec des paniers sur la tête, une brouette, mais vous voyez que sur la partie gauche, il y a une espèce de pseudo-porte, une palissade en bois, et derrière le mur, c'est une costière, comme je vous l'ai montré à l'entrée de l'impasse, c'est-à-dire que là, c'est rue Saint-Antoine côté sud, le mur de gauche est exposé sud, donc le mur, on utilise les deux côtés du mur, surtout le mur sud qui est le plus intéressant parce que le plus ensoleillé. Voilà,
Non, mais on apprend plein de trucs avec les murs à pêche. Là, tout ce que je vous raconte, c'est 20 ans de balade dans les murs et à écouter les jardiniers, à écouter les différentes personnes, parce qu'il y a une biodiversité aussi humaine dans cet espace. Il y a tellement de gens qui viennent chacun avec ce qu'ils connaissent et qui partagent, et en jardinage, et en maçonnerie, et en tout ce qu'on veut.